Bonjour à toutes et à tous, on va pouvoir commencer. Je vais donc, comme d'habitude, commencer par récapituler le point à peu près où on s'est arrêté la dernière fois. Donc, on avait reparlé un petit peu du complément circonstanciel et de ses propriétés d'être déplaçable, supprimables. J'avais bien dit que ces propriétés ne sont pas des propriétés nécessaires et suffisantes. Il y a parfois des compléments qu'on peut déplacer mais qui ne sont pas des compléments circonstanciels, et encore pire, des compléments qu'on peut effacer et qui ne sont pas du tout des compléments circonstanciels, tout simplement parce que d'abord la plupart des compléments d'objets dans les groupes verbaux sont supprimables. Donc ce sont des propriétés qui sont utiles quand elles ne fonctionnent pas. C'est-à-dire, si vous avez vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas effacer ou que vous ne pouvez pas déplacer, c'est sûr que ça n'est pas un complément circonstanciel. Donc, ça ne marche que dans ce sens-là. Si vous pouvez déplacer et supprimer, c'est un premier indice, mais ça n'est pas suffisant. On avait vu des exemples ambigus, comme ils l'ont vu tomber du bateau, ils jouent à lancer la balle dans la cour, qui peuvent s'interpréter de deux façons différentes selon qu'on perçoit un complément circonstanciel dans les groupes prépositionnels, par exemple du bateau ou bien dans la cour. Et ces exemples montraient bien, je le rappelle, parce que c'est quand même ça le point le plus important pour bien comprendre la différence entre le complément qui est dans le groupe verbal et le complément circonstanciel, c'est que le complément qui est dans le groupe verbal, il dépend du sens du verbe. Par exemple, je répète juste pour tomber. Tomber, ça signifie passer d'un point A à un point B, verticalement. Si j'indique le point A ou le point B, c'est-à-dire le point de départ de la chute ou le point d'aboutissement de la chute, dans les deux cas, je vais indiquer quelque chose qui est prévu par le sens du verbe. En revanche, ce qui n'est pas prévu par le sens du verbe, c'est à quelle heure a lieu la chute, pourquoi a lieu la chute, etc. Toutes ces informations-là, elles ne sont pas impliquées par le sens du verbe. Donc, elles vont être interprétées du côté du complément circonstanciel. Et puis, donc, j'avais conclu en faisant le rapport avec certaines différences entre les traditions scolaires grammaticales de l'espagnol et du français, pour vous montrer qu'il y a une part, au fond, d'arbitraire dans ce qui est retenu par telle ou telle tradition grammaticale, sachant que c'est une part arbitraire, c'est-à-dire c'est un choix parmi toutes les propriétés possibles, donc il n'y a aucune des traditions qui est plus juste que l'autre, toutes sont justes, simplement certaines mettent en évidence des choses que d'autres ne mettent pas en évidence. Alors on a vu que la définition du complément circonstanciel, elle est plus sémantique dans la tradition espagnole et plutôt syntaxique dans la tradition française que je viens de vous expliquer. Mais il est vrai que dans des périodes plus anciennes de la grammaire du français, on avait aussi cette définition sémantique. Et beaucoup de professeurs en France gardent cette intuition sémantique, c'est-à-dire que le complément circonstanciel, c'est ce qui va indiquer un lieu, une cause, etc. Ça ne marche pas très bien pour le lieu. Ça marche bien, par exemple, pour la cause, etc. C'est à la fois sémantique et syntaxique, mais pour le lieu, souvent, ce sont des compléments d'objets indirects et pas des compléments circonstanciels, si on adopte un point de vue syntaxique. Et puis, on avait vu qu'on pourrait différencier des types de compléments selon leur pronominalisation. Est-ce qu'on pronominalise par en, par i, par le, lui, etc. Donc là, il y a des différences qu'on ne fait pas en français. On considère qu'il y a un complément d'objet indirect. Là aussi, pour des raisons syntaxiques, il y a une préposition. Et c'est cela qu'on va retenir d'une manière, encore une fois, un peu arbitraire, comme critère. Alors, on avait vu ensuite des exercices d'application pour la décomposition groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Et puis, donc ça, finalement, maintenant vous avez très bien compris. Et puis, pour approfondir un peu cette question, on avait vu des séries de phrases ambiguës où l'ambiguïté joue sur cette double interprétation d'un groupe prépositionnel, voire d'un groupe nominal, comme complément circonstanciel ou comme complément d'objet à l'intérieur du groupe verbal. Ensuite, on avait terminé sur la question de la structure du groupe nominal et des fonctions à l'intérieur du groupe nominal, avec la fonction donc expansion
qui est, comme je vous l'ai dit, une sorte de métafonction qui regroupe à la fois, dans une première étape, la fonction épithète de l'adjectif et la fonction complément du nom. Bonjour. La fonction complément du nom du groupe prépositionnel, comme de mon quartier dans la pharmacie de mon quartier. Et puis on avait appliqué ça sur un petit exercice à partir d'un extrait des mots de Sartre. Voilà où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Alors maintenant, je vais récapituler. Donc on a vu, vous voyez, on était uniquement dans un chapitre sur les fonctions. En réalité, vous pouvez entrer dans la grammaire par les fonctions, ou bien vous pouvez entrer par les natures de mots, peu importe. Dans les deux cas, on est amené à croiser la question des natures et des fonctions. On ne peut pas, quand on parle de la fonction, on parle forcément de la fonction de quelque chose. Donc on est obligé de traiter plus ou moins simultanément les natures et les fonctions, mais on choisit, peut choisir un fil directeur plutôt qu'un autre. Donc là, on a choisi, moi j'ai choisi celui des fonctions, des mots et des groupes de mots, et donc on a vu à partir donc des fonctions à l'intérieur de la phrase, à nouveau je répète, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a dans P, dans la phrase, que deux fonctions possibles, la fonction complément circonstanciel, la fonction sujet, donc le groupe sujet, le groupe circonstanciel. Ensuite, il y a des fonctions dans le groupe verbal qui se divisent en deux grandes catégories, la fonction COD et la fonction COI pour les verbes qui ont un sens descriptif, et puis la fonction attribut du sujet pour les adjectifs ou les groupes nominaux qui sont employés dans des groupes verbaux avec un verbe attributif dont le prototype est le verbe être, qui lui a une valeur non pas descriptive mais une valeur purement grammaticale, le verbe être. De même, si vous avez semblé, devenir, demeurer, rester, enfin tous ces verbes qui sont des équivalents, des variations sur le verbe attributif, sont des verbes qui ont une valeur essentiellement grammaticale, qui ne décrivent pas une action, comme distribuer, parler, etc. Donc, à l'intérieur du groupe verbal, on va avoir les fonctions complément d'objet direct ou indirect. Donc direct, on va parler de indirect si on a une préposition, direct si on n'a pas de préposition, avec cette petite précaution à apporter pour le complément d'objet indirect que lorsqu'on a un pronom, par exemple le facteur, si je remplace à sa collègue par un pronom, je vais avoir le facteur lui parle. Donc apparemment la préposition elle disparaît, mais la préposition elle est en fait intégrée dans le lui. Donc c'est un régime indirect, la fonction, enfin disons la forme du pronom, lui, correspond à cette fonction complément d'objet indirect. Donc même si la préposition n'apparaît pas vraiment, on parle quand même dans ce cas-là, d'un complément d'objet indirect. Ensuite, donc, on a les fonctions dans le groupe nominal. Une bonne avocate pour la fonction épithète, la pharmacienne de mon quartier, fonction complément du nom. Alors vous voyez, avec cet ensemble de fonctions, on n'a pas tout à fait toutes les fonctions, il en manque quelques-unes, il ne manque pas grand-chose. Il manque la fonction imposition, qui est un peu plus compliquée, on en parlera plus tard. Il manque la fonction attribut du COD, dont on parlera aussi un peu plus tard. Bon. Mais vous avez, vous voyez, les principales fonctions qui sont mises en œuvre dans n'importe quelle phrase du français. Et vous voyez que quand on parlait de hiérarchisation des fonctions de compréhension, vous voyez que là, vous avez très clairement, il y a des fonctions au niveau de la phrase, des fonctions dans le groupe verbal, des fonctions dans le groupe nominal. C'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Quand vous pensez à une fonction épithète, vous devez avoir à l'esprit que épithète, ça veut dire que c'est dans un groupe nominal. Ça ne peut pas être autre chose. Ça ne peut pas être autre chose. Fonction complément du nom, c'est obligatoirement dans un groupe nominal. Fonction COD, COI, c'est obligatoirement dans un groupe verbal. Vous voyez, donc il y a quand même... on peut décrire cela d'une manière un peu rigoureuse et précise. D'accord ? Vous avez la phrase avec les deux fonctions sujet, complément, circonstanciel. Ensuite, vous rentrez dans les groupes. Groupe verbal avec les deux types, groupe verbal à complément d'objet, groupe verbal attributif, et ensuite dans le groupe nominal. Bon. Après, oui, je vous en prie.
ensuite, il y a aussi les fonctions complément de l'adjectif dans le groupe adjectival, tout ça, mais ça, ce sont vraiment des petits détails supplémentaires qu'on examinera plus tard. Hein, mais là, vous avez l'essentiel. Alors, ce qu'on peut faire, du coup, maintenant, comme exercice, et c'est ce que je vous propose sur un petit texte, c'est d'identifier vraiment toutes les fonctions qu'il peut y avoir dans un texte comme celui-ci. Donc, le but de l'exercice, c'est donc de mettre en œuvre cette notion de fonction et pour chaque phrase, de dire tout ce qu'il y a à dire en matière de fonction. D'accord ? De trouver toutes les relations fonctionnelles qu'on a vues jusqu'à présent, qui sont donc les relations fonctionnelles qui sont décrites par la grammaire scolaire. Et en principe, vous êtes capable de les examiner toutes dans un petit texte comme celui-ci. Donc je vais vous laisser le temps d'y réfléchir et ensuite donc on corrige. Alors, dans la première phrase, alors oui là j'ai tout le corrigé, mais bon, qu'est-ce que vous diriez pour la première phrase? Bon, comme j'ai conçu les diapositives, là je suis obligé de vous donner toutes les réponses en même temps. Alors, dans la première phrase, on procède toujours de la même façon. On voit d'abord les fonctions au niveau de la phrase. Première phrase, vers la fin de décembre, la première neige tomba. J'ai que deux fonctions possibles au niveau de P, fonction sujet et fonction circonstancielle. Donc j'ai vers la fin de décembre, qui donc va être le groupe circonstanciel. La première neige, c'est le groupe sujet, et tomba, le groupe verbal, donc la première neige est sujet de tomba. Ok, ça c'est la première étape. Deuxième étape, j'entre dans les groupes. Alors, est-ce que j'ai quelque chose vers la fin de décembre? Eh bien, oui. Je vais, alors, dans l'ordre, j'ai mis d'abord, le groupe sujet est un groupe nominal. La première neige, j'ai première, qui est épithète de neige. Et j'ai aussi de décembre, qui est complément du nom fin, vers la fin de décembre. Voilà tout ce qu'on pouvait dire au sujet des fonctions ici. Hein, vous avez la fonction les deux fonctions au niveau de la phrase. Dans le groupe nominal prépositionnel, vers la fin de décembre, eh bien vous avez le groupe nominal la fin de décembre, et de décembre qui est complément du nom fin. Et première, ici, qui est adjectif épithète de neige. Il n'y a rien d'autre. Hein. Alors, évidemment, on pourrait imaginer qu'une grammaire puisse donner la fonction des déterminants, la fonction des prépositions, mais on n'a pas ça dans la grammaire scolaire. Deuxième phrase. Quand Grange ouvrit les yeux, un jour blanc et sans âge emplissait la chambre. Même chose. J'ai les fonctions au niveau de la phrase P, donc avec un groupe circonstanciel, quand Grange ouvrit les yeux. Un jour blanc et sans âge, c'est le groupe sujet, hein, et puis emplissait la chambre, le groupe verbal. Donc un jour blanc et sans âge, sujet de emplissait la chambre. Maintenant, j'entre dans chacun des groupes. Le groupe circonstanciel, quand Grange ouvrit les yeux, c'est une proposition subordonnée. Comme toujours, je suis toujours obligé d'anticiper un petit peu sur la suite quand on fait un exercice, parce que on ne peut pas, sinon on serait amené à trop simplifier les choses, mais on reverra plus tard les différents types de subordonnées. Mais ce que vous pouvez deviner quand même ici, c'est que dans cette subordonnée, on a une nouvelle structure de phrase. Donc on a Grange ouvrit les yeux. Quand Grange ouvrit les yeux, j'ai le quand, qui est la conjonction de subordination, et puis ensuite j'ai une espèce de nouvelle phrase, Grange ouvrit les yeux. Donc dans Grange ouvrit les yeux, j'ai Grange qui est le sujet, hein, qui est le groupe sujet, et à l'intérieur de ouvrit les yeux, qui est le groupe verbal, j'ai les yeux, COD de ouvrit. Ok? Ça, c'est à l'intérieur de quand Grange ouvrit les yeux. J'ai ensuite le groupe sujet, c'est un jour blanc et sans âge. Donc c'est un groupe nominal avec un nom, noyau, jour, et puis deux expansions nominales, blanc qui est adjectif épithète, et sans âge qui est un complément du nom, jour. D'accord? Vous voyez que là, avec ce type d'exercice, on cherche à épuiser
le contenu grammatical qu'on peut extraire avec la grammaire scolaire de phrases données. Et ça permet de bien se rendre compte de ce que peut faire la grammaire scolaire. Évidemment, si on prend des phrases et on vous dit étudier les compléments d'objet ou étudier les sujets, bon, on est concentré sur un seul problème. Alors que là, si on dit étudier toutes les fonctions, on est bien amené à voir tout ce que la grammaire peut dire. Hein. Et ça, avec les cours qu'on a eus jusqu'à présent, normalement, vous êtes tous et toutes capables de faire cet exercice sans erreur. Alors, est-ce que vous aviez des questions? J'ai vu que vous voyez que vous discutiez tous les deux. Des hésitations. Non, mais dites même si vous pensiez analyser différemment. Comme ça me permet de clarifier les points. Oui, on a mal analysé. Où est-ce que vous vous êtes trompé? Parce qu'on a commencé directement à dire que quand grand j'ouvrais les yeux était une phrase toute seule, pas le complément circonstanciel. Alors on a dit que quand c'était le complément circonstanciel. Ah oui, d'accord. Et on ne savait pas comment mettre un jour. Oui, alors ça vient un petit peu du fait qu'il y a eu ici une subordonnée et qu'on n'a pas encore bien vu les subordonnées. Mais quand vous voyez que vous avez la phrase « Un jour blanc et sans âge emplissait la chambre », vous voyez bien que vous avez le verbe, là, emplissait la chambre avec son complément, vous avez un sujet, donc tout ce qui reste, là, c'est obligatoirement un complément circonstanciel. Il n'y a pas de miracle, hein, je veux dire, dans la structure de la phrase, il peut y avoir que ça, rien d'autre. Le complément circonstanciel, il peut y en avoir plusieurs, bien sûr, hein. Il peut y en avoir plusieurs. Aujourd'hui, parce que j'ai bien dormi, et que, etc. Voilà, je peux avoir plusieurs compléments circonstanciels dans une phrase. Mais je n'aurai rien d'autre que un complément circonstanciel, un groupe sujet, un groupe verbal, et puis après, à l'intérieur, d'autres choses. Oui. Il ne faut pas marquer la fonction des mots quand. Les mots Quand. Alors, le mot quand, tout seul, n'a pas de fonction. Je veux dire que ça aussi, c'est quelque chose d'important à comprendre, qui est aussi une part d'arbitraire de la grammaire scolaire, c'est que tout n'a pas une fonction. Les déterminants, vous voyez, quand dans le groupe nominal, par exemple, on a vu là un jour blanc et sans âge. Bon, blanc a une fonction, sans âge a une fonction. Dans l'ensemble du groupe nominal a la fonction sujet, mais jour tout seul, pas vraiment de fonction. Il a une fonction en tant que noyau du groupe nominal. Mais dire la fonction de jour tout seul, ça n'a pas vraiment de sens dans la grammaire scolaire. On ne va pas non plus avoir une fonction pour un. On pourrait dire, la grammaire scolaire pourrait dire fonction déterminative. C'est un déterminant, les déterminants, ils ont une fonction déterminative. On pourrait dire ça. Mais c'est un peu comme ce que je vous disais l'autre jour sur le prédicat. Ça n'aurait aucun intérêt. Parce que dès que vous avez un déterminant, vous diriez fonction déterminative. Bon, c'est tout le temps la même fonction, on ne peut pas y en avoir d'autres. C'est comme le verbe, il est de fonction prédicat, tout le temps. Donc à quoi ça sert de le dire? Et alors vous avez le « et » aussi, « et » sans âge, qui n'a pas de fonction. Le « sans » n'a pas non plus de fonction. C'est l'ensemble sans âge qui a une fonction, complément du nom. Donc vous voyez, ça aussi, les professeurs doivent en avoir conscience. La description grammaticale, elle est nécessairement partielle. Elle n'analyse que certains segments. Et il faut apprendre à reconnaître ce qu'elle analyse. C'est déjà pas mal. Hein. Je veux dire que pour avoir un avis sur les phrases, pour avoir un regard grammatical sur les phrases, on n'a pas besoin d'entrer dans des détails qui nous conduiraient à donner une fonction aux conjonctions coordination. Là, pour « et », on va se contenter de dire que c'est une conjonction coordination. On n'a pas de fonction pour ça. Alors, on pourrait, hein, parce que le « et » peut avoir différentes valeurs sémantiques, on peut avoir des sens différents du « et ». Ça peut être une simple addition, ça peut être un « et » en début de phrase. Bon, bref, il y a toutes sortes de cas, mais là, on entre dans la sémantique à ce moment-là, et on n'a pas besoin de... Enfin, je veux dire, il n'y aurait pas tellement de pertinence de lui donner un contenu grammatical au sens fonctionnel. Alors, ensuite, on a... Sa première impression fut un suspens anormal du temps. Donc là, au niveau de la phrase, c'est simple, on n'a que deux choses. Sa première impression, le groupe sujet, fut un suspens anormal du temps, groupe verbal.
Et ensuite, on entre dans les groupes. Le groupe sujet, c'est un groupe nominal. Donc, il va avoir la structure déterminant, plus, etc. Donc, à l'intérieur du groupe nominal, sa première impression, j'ai première, adjectif, épithète. Le groupe verbal fut un suspens anormal du temps, c'est un groupe verbal attributif. Donc, un suspens anormal du temps, c'est un groupe nominal de fonction attribut du sujet. Hein? Attribut du sujet, ma première impression. Sa première impression. Sa première impression fut un suspens anormal du temps. Mais, ce groupe-là, un suspens anormal du temps, qui est donc un groupe nominal attribut du sujet, il comporte lui-même deux expansions à partir du nom noyau suspens. Il y a anormal et du temps. Donc anormal, adjectif épithète de suspens, du temps, groupe nominal prépositionnel, parce que du ici c'est 2 plus le, complément du nom suspens. Donc on a une structure un peu comparable à un jour blanc et sans âge, hein, donc avec un adjectif et ensuite un complément du nom. Il crut que son réveil ne fonctionnait plus. Alors, là, l'analyse au niveau de la phrase, c'est le sujet, c'est il. Le groupe sujet, c'est il, c'est un pronom. Le groupe verbal crut que son réveil ne fonctionnait plus. À l'intérieur de ces groupes, bon, il n'y a rien dans le groupe sujet, puisque c'est juste il, mais dans le groupe verbal, on a le verbe plus que son réveil ne fonctionnait plus. Cru quelque chose. Hein. Donc que son réveil ne fonctionnait plus, c'est le COD de croire. Mais ce COD, c'est lui-même une proposition subordonnée, où on a son réveil ne fonctionnait plus, donc son réveil qui est sujet de ne fonctionnait plus. Le groupe verbal. Alors, ne fonctionnait plus, bon bah, ne plus, là aussi c'est un adverbe de négation, on ne donne pas traditionnellement de fonction à cet adverbe de négation. Je ne l'avais pas dit, vous vous souvenez, quand on a parlé du groupe verbal, j'ai dit qu'il pouvait y avoir des adverbes, comme l'adverbe de négation, comme des adverbes de manière, surtout, hein, comme rapidement, lentement, etc. Alors ces adverbes-là, si on en avait, on les nommerait, ça je ne l'ai pas dit, et c'est vrai que c'est assez courant, complément du verbe. Hein. L'adverbe qui est dans le groupe verbal et qui modifie le verbe, par exemple, il marche rapidement, rapidement, c'est un modificateur de marche, ça dit comment, de quelle façon il marche. Eh bien, on parle dans ce cas d'adverbe complément du verbe. L'adverbe, on y reviendra quand on travaillera sur la partie du discours adverbe, mais il est toujours un peu complément quelque chose, complément du verbe, complément de l'adjectif. Hein. Il est particulièrement grand, ou il est très grand. Hein. Très particulièrement, ce sont des compléments de l'adjectif grand. Voilà. On peut avoir des adverbes comme qui soient compléments circonstanciels, comme aujourd'hui, hier. Alors, ensuite. Excuse-moi. Oui. Justement, comme la phrase elle commence par quand et termine par ne fonctionne plus, quand même. Oui. Oui. Que ne fonctionne plus. Voilà, mais on ne le fait pas articuler entre les trois, on est quand même prend séparément. Parce que la phrase, je veux dire que c'était toute une seule phrase. Il crut que son réveil ne fonctionnait plus? Non. Ah non, ah pardon. Parce qu'on commence quand grand jour et on termine par ne fonctionne plus. Ah oui, effectivement. On a laissé comme trois phrases. Voilà. Parce que effectivement, dans ce type d'exercice, si on demande juste de dire quelles sont les fonctions, on ne prend pas en charge l'organisation globale de la phrase. Parce que, en effet, mais ça on va le voir juste après, c'est l'objet du cours d'après. Donc, en effet, ici, si on prend la phrase qui commence par la majuscule, la quand, et qui s'arrête à ne fonctionner plus, on va avoir une première proposition quand j'ouvris les yeux, un jour semblant et sans âge emplissait la chambre. C'est une première proposition. Il y a une deuxième proposition coordonnée ici, juxtaposée par un point virgule. Sa première impression fut un suspens anormal du temps.
et ensuite 2 points, donc une nouvelle juxtaposition, il crut que son relais ne fonctionnait plus. Donc on a 3 propositions à l'intérieur d'une même phrase. Mais je ne peux pas dire que telle proposition a une fonction par rapport à telle autre. Donc en termes de fonction, je n'ai rien à dire de spécial là-dessus. En revanche, effectivement, quand, comme on va le faire tout à l'heure, on va analyser la structure interne des phrases et les différentes propositions à l'intérieur des phrases, là ce serait un exemple intéressant. Alors, il sortit du lit, bon, ça, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Il, groupe sujet, sorti du lit, groupe verbal, et simplement ici, faites attention, du lit, c'est bien un complément d'objet indirect. Hein. C'est sortir de quelque part, c'est comme tomber, etc., c'est un verbe de mouvement, donc l'indication du lieu d'où on sort fait partie du groupe verbal. Donc du lit n'est pas du tout un complément circonstanciel, mais un complément d'objet indirect. Ensuite, il vit par la fenêtre la forêt blanche. Donc on a il, le groupe sujet, vit la forêt blanche, groupe verbal, par la fenêtre, groupe circonstanciel. Hein, là, on pourrait le supprimer, le déplacer, et c'est une indication par rapport au verbe voir qui n'a pas du tout de nécessité impliquée, disons, il n'y a pas d'implication entre le sens du complément par la fenêtre et le sens du verbe voir. Alors, à l'intérieur des groupes, on a vit la forêt blanche, donc la forêt blanche COD, et à l'intérieur de ce COD, on a la forêt blanche, qui est un groupe nominal, avec blanche, épithète de forêt. Ok ? Ensuite, il retourna dans la chambre quiète avec un véritable contentement. Donc, il, groupe sujet, retourna dans la chambre quiète. Quiète, ça signifie calme, hein, vous voyez tous en latin, calme, avec un véritable contentement, groupe circonstanciel. À l'intérieur des groupes, donc dans le groupe verbal, on a retourna dans la chambre quiète. Donc COI de retourner, là, même chose, hein, retourner quelque part, c'est un verbe de mouvement, donc on se construit avec un COI. Dans la chambre quiète, c'est un groupe nominal prépositionnel, mais ça veut dire qu'il contient un groupe nominal, la chambre quiète, qui lui-même a un adjectif épithète du nom, chambre. Et le groupe circonstanciel, avec un véritable contentement, eh bien, contient un groupe nominal, un véritable contentement, avec véritable adjectif épithète de contentement. Enfin, le silence respirait autour de lui sous cette lumière luxueuse. On a à nouveau une structure avec groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel, et on a simplement comme fonction à l'intérieur des groupes luxueuse, qui est épithète du nom lumière. Ah, il y a encore une diapositive, pardon. Le temps n'avançait plus. Bon, voilà, on a simplement le temps, groupe sujet, n'avançait plus, groupe verbal. Et enfin, pour les habitants du toit, cette neige magique ouvrait le temps des grandes vacances. Donc, groupe circonstanciel pour les habitants du toit. Cette neige magique, c'est le groupe sujet. Et ouvrait le temps des grandes vacances, c'est le groupe verbal. Maintenant, quand je regarde les fonctions à l'intérieur des groupes qui constituent la phrase P, le groupe circonstanciel, pour les habitants du toit, donc j'ai habitant du toit, complément du nom habitant. Donc toit avec une majuscule, là c'est un nom de lieu, un nom propre. Le groupe sujet, cette neige magique, magique épithète de neige, et dans le groupe verbal, j'ai ouvrait le temps des grandes vacances. Donc le temps des grandes vacances, c'est le COD de ouvrait. Mais à l'intérieur, le temps des grandes vacances, c'est un groupe nominal avec des grandes vacances qui est complément du nom de temps. Et ce complément du nom, des grandes vacances, contient lui-même un groupe nominal, les grandes vacances, hein, puisque des grandes vacances, ça veut dire de les grandes vacances. Les grandes vacances, qui lui-même est un groupe nominal dont le noyau est vacances et qui a pour adjectif épithète l'adjectif grande. D'accord, donc là j'ai un niveau d'imbrication, d'inclusion supplémentaire par rapport aux autres cas. Donc vous voyez, cet exercice, il vise à mettre en œuvre toutes les fonctions qu'on a travaillées. Oui, pardon. Excuse-moi, je ne sais pas, parce que je n'ai pas bien compris, mais comment je mettrais pour les habitants du toit comme un complément du verbe?
Pourquoi on le met comme groupe circonstanciel? Cette neige ouvrait le temps des grandes vacances. C'est le verbe ouvrir. Hein. Oui, le verbe ouvre quoi? Le temps des grandes vacances pour qui? Pour les habitants. Ah oui. Alors là, vous voyez, on est typiquement dans les cas où la frontière entre le complément circonstanciel et le complément d'objet indirect est mouvante. Si je laisse comme ça cette neige magique pour le temps des grandes vacances. Ah bah si, je peux le tout seul. Oui, mais pour les habitants, moi je ne sais pas. Pour moi, c'est des compléments de. Oui, je comprends votre raisonnement. Si le verbe ouvrir ouvrait le temps des grandes vacances pour quelqu'un. Ouais, mais ce pour quelqu'un, vous voyez, c'est un type de complément. D'ailleurs, sémantiquement, on le classerait dans quoi? Là, on est effectivement dans un cas un petit peu en dehors des classifications habituelles, hein, de cause, Si c'était pendant l'examen, je me mettrais vraiment. Ouais. Alors, en réalité, vous voyez, on est dans une. En fait, on est un petit peu au-delà là, du modèle de la grammaire scolaire parce que, en réalité, je ne voulais pas trop entrer dans ce détail, mais je vais quand même en dire un tout petit mot. Là, on est au niveau énonciatif, en fait. On n'est plus au niveau des fonctions. Donc là, même la fonction circonstancielle, on est au-delà de la fonction circonstancielle. Ce que je veux dire, c'est que c'est pire encore que c'est-à-dire que, je veux dire, on est encore plus éloigné que vous le pensiez au départ de la fonction complément d'objet indirect. Parce que là, on est dans un commentaire énonciatif. C'est comme quand vous dites « selon moi hein ». Selon les habitants du toit, selon moi, il faudrait que les heures de linguistique, qu'il y ait plus d'heures de linguistique. Donc, vous voyez bien que dans un cas comme ça, il pourrait dire « selon moi » avec n'importe quel verbe. Donc ça ne peut pas être lié au sens du verbe. C'est vraiment quelque chose qui arrive en plus. Ça, c'est une impression que vous avez a posteriori de vous dire tiens, c'est quand même vraiment utile pour le sens de la phrase. Mais en réalité, c'est un commentaire énonciatif. C'est une espèce de restriction sur la validité de l'énoncé. Quand vous dites, par exemple, je ne sais pas moi, selon la météo, il fera beau demain. Ben, en fait, il fera beau demain. Le selon la météo ne change pas le contenu de l'énoncé. Ce que vous dites, c'est qu'il fera beau demain. Peut-être pas. L'incertitude liée au verbe ou au futur est obligatoire. Mais le selon la météo indique juste pour qui le contenu de cet énoncé est valable. Et là, du coup, on n'est plus dans le contenu de ce qui est dit. On est dans un point de vue sur ce qui est dit. Mais c'est ici aussi que c'est valable pour les habitants du toit. Oui, c'est un point de vue. C'est selon le point de vue des habitants du toit, hein, cette neige magique ouvrait le temps des vacances. Est-ce que c'est vraiment un point de vue? Là, c'est ça que vous voulez dire? Est-ce que c'est pour les habitants du toit? Oui, moi je l'interprète comme ça, vraiment comme un commentaire énonciatif. Est-ce qu'on pourrait peut-être l'interpréter autrement? En tout cas, le fait de considérer que le verbe ouvrir se construirait avec deux compléments, ouvrir quelque chose pour quelqu'un, alors qu'est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple avec un sens concret de ouvrir, ouvrir la porte pour oui, mais pour moi, ça ouvre des possibilités. Ouais. Oui, bah écoutez,
je ne sais pas vraiment si c'est défendable. À mon avis, c'est pas trop défendable, l'idée que pour les habitants du toit soit un complément de vrai. Peut-être que ce qui est... C'est-à-dire que entre la... Alors, si on l'interprète comme un commentaire énonciatif, c'est clair que là, c'est totalement détaché, ça se rapproche complètement des compléments circonstanciels. En revanche, si vous comprenez ouvrir quelque chose pour quelqu'un, peut-être que là, on se rapproche d'un complément... vous savez, certains linguistes parlent de complément circonstanciel du verbe. Donc, un genre de complément, un truc intermédiaire entre le complément circonstanciel et le complément du verbe, le complément d'objet indirect. Donc, on pourrait peut-être trouver des arguments dans ce sens-là. J'en doute un peu, mais si vous voulez, quand vous analysez, il faudrait, en fait, pour répondre sérieusement à votre question, ce que je ne peux pas faire là, je peux juste essayer d'improviser une réponse, mais il faudrait analyser de plus près toutes sortes de compléments en pour un peu différents, pour voir un peu comment ils sont construits. Alors, si vous avez des compléments en pour du type pour moi, pour la météo, au sens de selon, selon moi, selon la météo, etc. Là, on va être forcément dans des commentaires énonciatifs, c'est-à-dire vous avez le contenu de votre énoncé et vous dites que cet énoncé, il est valable pour telle ou telle personne. Et c'est pas dans l'énoncé, ça fait pas partie de la description des choses. Donc là, on serait totalement détaché. Mais il est possible que, par exemple, si je disais « il fait cela pour moi », faire quelque chose pour quelqu'un, là oui, on aurait un « pour » qui serait complément du verbe « faire ». Faire quelque chose pour quelqu'un, comme donner quelque chose à quelqu'un. D'accord ? Alors, est-ce que ce « ouvrir », on a l'impression qu'il oscille un peu entre les deux, entre ces deux structures clairement... Voilà, ces cas-là, ils sont vraiment ambigus. Oui. On a du mal à les classer très clairement dans une position ou dans l'autre. Parce que spontanément, comme ça, on est pas possible. Oui. Encore une fois, on pourrait appliquer des critères du type comment ça réagit avec la négation. Vous voyez, pour les habitants du toit, cette neige magique n'ouvrait pas le temps des grandes vacances. On a l'impression que le complément n'est pas dans le verbal. Quand on a une négation, si vous voulez, par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure des adverbes, rapidement. Ils marchent rapidement. Quand vous avez un complément du verbe et que vous avez une négation, il ne marche pas rapidement. La négation, elle touche le complément du verbe. Elle touche rapidement. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il ne marche pas quand on dit qu'il ne marche pas rapidement. Ça veut dire qu'il marche, mais pas rapidement. Or là, ça ne fonctionnerait pas. Vous voyez, le pour les habitants du toit ne serait pas dans la négation. Si vous prenez l'exemple que je disais Claire, il fait cela pour moi. Si vous faites une négation, il ne fait pas cela pour moi. Ça veut dire qu'il le fait, mais pas pour moi. Vous voyez ? Mais là, si je mets une négation, ça ne veut pas dire que c'est pas pour les habitants du toit. Pour les habitants du toit, cette neige magique ne tombait pas. Ça veut dire qu'elle tombait. C'est ça, qu'elle tombait pas. C'est pas qu'elle tombe, mais pas pour les habitants du toit. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Donc, quand on prend ce test de la négation, on a l'impression quand même que cette structure, cette phrase pour les habitants du toit, cette neige magique couvrait le temps des grandes vacances, se rapproche quand même plus de la structure circonstancielle. Mais bon, il y a d'autres critères, on pourrait approfondir encore une fois. Mais donc typiquement, c'est un genre d'exemple. Bon, voilà, il faudrait essayer d'éviter, parce que c'est pas la peine de compliquer les choses. Il y a suffisamment de cas clairs
d'opposition entre le complément d'objet indirect et le complément circonstanciel pour qu'on s'embarrasse avec des cas compliqués. Le but n'est pas d'outiller les élèves avec des moyens permettant de résoudre dans tous les cas des problèmes de frontière entre les compléments circonstanciels et les compléments d'objet indirect. Le but est de leur donner des occasions d'exemplifier la différence complément circonstanciel, complément d'objet indirect dans les cas clairs pour qu'ils aient au moins une base de classification des fonctions, même si cette base elle est en échec pour des cas compliqués, hein. Mais au moins qu'ils soient au clair sur les cas clairs. Parce que si vous commencez à dire dès le début qu'il y a plein de situations possibles, que n'importe quel groupe nominal prépositionnel peut être soit l'un, soit l'autre, selon l'interprétation, à la fin, personne, enfin, je veux dire, ça devient très compliqué de s'y retrouver et d'avoir des catégorisations claires. Hein. Alors, juste pour vous montrer, le texte qu'on a vu, en fait, je l'ai adapté, c'est pour ça que j'ai mis d'après Gracq, déjà d'un texte qui était beaucoup trop compliqué pour notre analyse. Et ça, je vous le montre parce que c'est ce que vous devez faire hein, quand vous utilisez, vous, des textes avec des élèves, des apprenants, c'est trafiquer un peu les textes pour enlever tout ce qui vous gêne, tout en gardant un sens, évidemment, préservé au texte, même s'il est moins beau, littérairement, forcément. Donc, vous voyez, vers la fin de décembre, la première neige tomba. J'ai simplifié parce ce fut vers la fin de décembre que la première neige tomba sur l'Ardenne. Alors non seulement il y a un problème là, compliqué, tomba sur l'Ardenne, encore un cas là, où vraiment on peut hésiter, est-ce que c'est tombé quelque part ou est-ce que c'est sur l'Ardenne la neige tombe, enfin bon là on peut hésiter vraiment, on peut discuter longtemps sur la frontière entre complément circonstanciel et complément d'objet indirect, mais il y a en plus une structure de focalisation, ce fut que qui complique aussi beaucoup la structure de la phrase. Quand Grange ouvrit les yeux, quand Grange se réveilla, j'ai supprimé parce qu'on a ici un problème de fonction avec le pronom, ça on en reparlera quand on verra plus en détail les natures de mots. C'est un verbe pronominal. Et le problème des verbes pronominaux, c'est qu'ils se construisent tous avec se, hein, se réveille, il se lave, il se lève, il se douche, tout ce que vous voulez. Mais dans certains cas, le se a une fonction, dans d'autres cas, il n'a pas de fonction. Quand vous dites il se lave, se et COD. Ça veut dire que il se lave, c'est la même personne et la personne qui lave et la personne qui est lavée. D'accord ? Il lave lui-même. Hein, donc le se et COD. Mais il se réveille. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pas vous qui vous réveillez vous-même. Si vous dormez, vous ne pouvez pas vous réveiller. C'est quelqu'un qui va vous réveiller. Et on va dire qu'il se réveille. Donc le se ici n'est pas COD, il n'a pas de fonction en réalité. C'est comme s'il y avait un verbe non pronominal. Le se est dépourvu de fonction. Vous pouvez réveiller quelqu'un, mais vous ne pouvez pas vous réveiller vous-même. Comme vous pouvez vous laver vous-même. Quand vous vous réveillez, c'est pas vous qui faites l'action de vous réveiller, évidemment. Hein? Bon, donc le se ne peut pas être COD. Bref, il y a toutes sortes d'autres situations, on pourrait commenter plus en détail, que j'ai simplifié. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'important pour que vous puissiez adapter vos textes à ce que vous souhaitez enseigner à un moment donné, si vous faites de la grammaire, ou même simplement si vous faites un travail de compréhension, on peut aussi se permettre de simplifier un peu certains textes. Alors, bon, on va faire une... Oui, c'est dans tous les verbes réflexifs que les pronoms n'ont pas de fonction. Alors, dans les verbes réfléchis, enfin, qui se construisent avec un se, il y a au moins 4 grandes catégories. Hein. Et il y a uniquement les réfléchis réflexifs, parce que les réfléchis, c'est les cas dans lesquels la personne a un double statut, enfin le je est à la fois sujet et objet. C'est une comme je me lave, je me douche.
vous pouvez le vérifier parce que, à la limite, vous pouvez dire ça peut être quelqu'un d'autre qui vous lave, ça peut être quelqu'un d'autre qui vous douche. Donc quand vous dites je me lave, c'est bien moi qui me lave moi-même. Hein. Bon, donc là on a COD, etc. C'est le cas du verbe pronominal réfléchi, réflexif, réfléchi, réflexif. On peut avoir aussi un COD dans le cas des réciproques. Par exemple, si vous dites il s'embrasse au pluriel, c'est A embrasse B et B embrasse A. C'est réciproque. Mais ensuite, vous avez deux autres types de cas, du genre se réveiller, se lever. Quand vous dites je me lève, c'est pas vous qui levez vous-même, comme quand on lève un paquet ou un poids. Hein. Là, ce n'est pas un COD, c'est un autre type de verbes pronominaux. Et puis il y a aussi le cas des verbes pronominaux passifs, du type les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Le se n'a pas de fonction non plus. Donc, mais ça, j'en reparlerai des types de verbes pronominaux quand on parlera des natures de mots et en particulier des verbes. Mais ça veut dire que pour être capable de donner la fonction, pour être capable de dire si ce est COD ou s'il n'a pas de fonction, il faut connaître la classification des verbes pronominaux. Donc c'est compliqué. Ça on l'a pas vu, donc c'est pour cette raison que j'ai enlevé tous les verbes pronominaux. Parce que sinon vous auriez été bloqué en termes de fonction et ça m'aurait obligé à faire ce que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire expliquer les verbes pronominaux. Bon, et on va faire une brève pause, hein, et puis ensuite on va parler d'un tout autre sujet sur phrases et propositions. Voilà. Alors, je reprends donc au sujet de phrases et propositions. Donc là, maintenant, normalement, vous avez bien compris la notion de fonction. On peut maintenant travailler sur les structures de phrases. Mais on va le faire en deux étapes. Plus tard, on verra le détail des propositions subordonnées. Là, je voudrais plus spécifiquement vous amener à prendre très nettement conscience de cette notion d'inclusion de propositions dans d'autres propositions. Alors, on parle de phrases aussi bien que de propositions. Alors, là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément très simple dans le détail, mais grosso modo, on peut quand même trouver une explication simple. Vous avez la phrase qu'on dit graphique. La phrase au sens où la plupart du temps les gens songent, c'est-à-dire une phrase, ça commence par une majuscule, ça se termine par un point. Sans être linguiste, à l'école, c'est ce qu'on apprend. Je pense que si on demandait à des gens de compter des phrases dans un texte, ils se baseraient sur ce critère. Ça commence par une majuscule, ça se finit par un point. Ça, c'est la phrase au sens graphique du terme. Mais, ce qui complique les choses, c'est que, on l'a vu, la phrase, elle a aussi une caractéristique structurale. Une phrase, c'est forcément groupe sujet, groupe verbal et éventuellement groupe circonstanciel. Donc, il y a deux façons de définir la phrase. Soit par le critère graphique, hein, alors ça marche évidemment qu'à l'écrit. Hein, parce que quand vous écoutez des gens parler, c'est pas évident forcément de ponctuer ce que vous entendez. Mais à l'écrit, en principe, il y a des indices clairs qui sont la majuscule et le point. Mais en même temps, donc, à côté de cette définition graphique de la phrase, il y a la définition structurelle. Hein. La phrase, elle a toujours la structure groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Donc, la différence qu'il va y avoir entre phrase et proposition, c'est que la proposition, elle a bien la structure de la phrase, hein, mais elle a, c'est-à-dire une proposition, c'est groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Donc à cet égard, une phrase, c'est en même temps une proposition. Mais la phrase, elle peut soit contenir, donc constituer une seule proposition, soit contenir plusieurs propositions, qui ne seront pas des phrases, mais puisqu'elles ne commencent pas par des majuscules ou finissent par un point. Hein. Mais ce ne sont pas des phrases, mais ce sont des propositions. Mais au fond, ce sont des phrases au sens de la structure phrastique. Hein. Bon. Donc,
c'est comme ça qu'on distingue les phrases dites simples des phrases dites complexes. Phrase simple, il y a une seule proposition. Il y a une seule fois groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Une seule fois. Phrase complexe, il y a plusieurs fois cette structure. C'est-à-dire, il y a une fois la grosse structure globale, groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Enfin, il y a deux possibilités, pardon. Il y a deux possibilités. Il y a d'abord le cas où on a deux propositions juxtaposées. Le facteur distribue le courrier et il aime son travail. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce cas-là? Vous voyez, on a la majuscule, le facteur, et le point, travail. Donc il y a une seule phrase au sens graphique du terme. Mais on a deux fois la structure groupe nominal, groupe verbal. Hein, le facteur, groupe sujet, groupe nominal, groupe sujet, distribue le courrier, groupe verbal. Il y a le et, conjonction de coordination, il, groupe sujet, aime son travail, groupe verbal. Donc j'ai deux fois la structure groupe sujet, groupe verbal. Donc ça veut dire que j'ai deux propositions. Donc dans cette phrase graphique, j'ai deux propositions l'une après l'autre. Mais dans certains cas, elles ne sont pas juxtaposées comme ici ou coordonnées. Hein, elles ne sont pas sur le même plan. Là, vous avez une seule phrase. Une phrase qui est formée de deux propositions. Mais dans certains cas, c'est le premier qui est ici, dans le cas de la subordination, les phrases ne sont plus sur le même plan, mais il y en a une qui est incluse dans l'autre. Alors, c'est là où il faut préciser les choses. Quand vous prenez une phrase comme « le facteur distribue le courrier quand le jour se lève », donc avec une proposition subordonnée, là, circonstancielle, de temps, quand le jour se lève, c'est une phrase complexe par subordination. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est une phrase complexe parce que vous avez deux fois une structure groupe sujet, groupe verbal. Hein. Vous avez le facteur distribue le courrier et puis vous avez le jour se lève. Donc vous avez deux structures, deux propositions. Hein. Mais en fait, quand le jour se lève est inclus dans la première proposition. C'est pas placé après, comme dans le cas précédent de le facteur distribue le courrier et il aime son travail, où on a bien une grande phrase graphique contenant deux propositions bien distinctes. Là, le facteur distribue le courrier quand le jour se lève. Vous voyez, vous avez d'abord la structure groupe nominal, groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Ça, c'est la structure de la phrase, la grande phrase. Et à l'intérieur, incluse dans celle-là, vous avez le jour se lève, dans la subordonnée. Donc on a bien deux structures complètement différentes. Donc on a la phrase simple, où il y a une seule proposition, la phrase complexe par subordination, quand il y a deux propositions dont l'une est subordonnée par rapport à l'autre, donc incluse. Et là, la phrase complexe, soit par coordination, soit par juxtaposition. La seule différence, c'est l'élément qu'on utilise pour établir le lien entre les deux propositions. On parle de coordination quand on a et ou, etc., hein, d'une conjonction de coordination. Et on parle de juxtaposition quand on a un point, virgule, disons, une ponctuation. Alors, les deux cas, coordination, juxtaposition, sont vraiment du même type. Hein. C'est juste l'élément liant qui varie. Mais l'opposition, c'est vraiment entre le premier cas, la subordination, et le deuxième cas, coordination et juxtaposition. Oui. C'est juste pour être sûr de quelque chose. Quand vous parlez de niveau, la coordination et la juxtaposition, c'est sur le niveau de la parataxe. Et la subordination, oui, on peut dire ça comme ça, tout à fait. Hein. C'est-à-dire que, mais c'est une façon plus technique de dire que dans un cas, il y a une proposition qui est incluse dans l'autre, la subordonnée qui est incluse dans la principale. Pourquoi elle est incluse? Parce que maintenant vous avez bien compris les structures de phrase, il y a le constituant complément circonstanciel. Et en fait, la subordonnée, c'est le constituant complément circonstanciel. Donc cette subordonnée, elle est bien incluse dans la phrase de départ. D'accord? Alors que dans le cas de la juxtaposition ou de la coordination, vous avez une grande phrase graphique qui inclut sur le même plan deux propositions, P1 et P2, l'une et l'autre sur le même plan. Je vais vous le montrer schématiquement dans un instant, vous verrez, c'est peut-être plus facile à comprendre avec un schéma. Il y a des cas où on a plusieurs propositions mais on ne répète pas le sujet.
Le facteur arrive, ouvre la boîte aux lettres, distribue le courrier. Vous voyez, on peut avoir 4 propositions avec un seul sujet. Ce n'est pas une obligation. On parle de ellipse du sujet dans ce cas-là. Et on a 3 propositions dites indépendantes. Et puis il y a un cas particulier qui est très courant dans les textes littéraires en particulier, qu'on appelle l'incise, hein, qui est à mi-chemin, qui est ni de la subordination ni de la juxtaposition. Je comprends, dit-elle, il faut partir. Hein, vous voyez, dit-il, dit-elle, répondit-il, etc. Tout ça, c'est de l'incise. Hein, c'est ni l'un ni l'autre, ni coordination, ni juxtaposition, ni subordination. Alors, je vous propose donc d'examiner dans cette perspective le texte, je crois on l'a déjà vu ce texte-là, mais cette fois-ci donc dans la perspective de l'étude de la structure de la phrase. Donc ici, on n'en est pas au stade de dire quelle sorte de subordonnée on a, etc. Là, ce qu'on veut juste dire, c'est qu'on regarde les phrases graphiques et on essaie de voir dans chaque phrase graphique, qui commence par une majuscule et qui finit par un point, combien il y a de propositions à l'intérieur et est-ce qu'elles sont en relation de subordination ou de juxtaposition. D'accord ? Alors, je vais voir si j'ai assez de temps. Oui, on peut prendre 5-10 minutes pour y réfléchir. Donc la première phrase, j'ai commencé ma vie au milieu des livres, une seule phrase, une seule proposition, il n'y a pas de problème. Deuxième phrase. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout, défense était faite de les épousseter, sauf une fois l'an avant la rentrée d'octobre. Donc, vous avez bien une seule phrase graphique et 2 propositions qui sont séparées ici par un point-virgule. Hein. On a donc une structure de ce type-là, c'est-à-dire vous avez une seule phrase graphique, mais à l'intérieur 2 propositions qui sont juxtaposées. D'accord ? Ensuite, je les révérais, ces pierres levées, avant même de savoir lire. Une seule phrase, une seule proposition. Je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Alors là, on a un cas différent. C'est-à-dire, je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait, c'est je sentais quelque chose, et le quelque chose, c'est que la prospérité de notre famille en dépendait. Pourquoi je dis le quelque chose ? Parce que la prospérité de notre famille en dépendait, et COD de sentait. Donc, on voit bien que, et c'est là où il y a quelque chose, si vous voulez, de très important, que la plupart des profs de français n'ont pas compris, hein, c'est que la prospérité de notre famille en dépendait, c'est dans le groupe verbal. C'est à l'intérieur du groupe verbal. C'est pour ça que je le représente de cette façon-là, que la P2, que la prospérité de notre famille en dépendait, est incluse dans une phrase P1, et cet ensemble de la phrase P1 avec la phrase P2 incluse dedans, ça forme la phrase graphique P. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le schéma précédent où j'ai 2 phrases l'une après l'autre. Or, qu'est-ce que vous voyez très souvent dans les classes ? C'est que les profs vont vous dire « Ah ben, il y a la principale, je sentais, et puis après, il y a la subordonnée, que la prospérité de notre famille en dépendait. » Comme si c'était l'une après l'autre. Mais c'est pas l'une après l'autre, pas du tout. Comme ça, superficiellement, vu juste comment la phrase est écrite, oui, apparemment. Mais du point de vue de la structure, on n'a pas une phrase après l'autre. On en a une, la deuxième proposition, elle est vraiment incluse dans la précédente. C'est pour ça qu'il est préférable de dire, plutôt que la P1, c'est je sentais, il vaut mieux dire je sentais X, je sentais quelque chose. Et le quelque chose, à la place du quelque chose, il y a que la prospérité de notre famille en dépendait. Donc ça, si vous avez déjà bien compris ça, vous avez compris quelque chose que 99% des profs de français n'ont jamais encore compris parce qu'on ne leur a pas expliqué clairement, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un point très important de comprendre que la subordination, c'est pas une relation, c'est pas une succession, il n'y a pas la principale et puis après la subordonnée, la subordonnée, elle est incluse dans ce qui est appelé la principale.
Elles se ressemblaient toutes, je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire entouré de monuments trapus antiques qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Alors là, on a de quoi s'amuser. Elles se ressemblaient toutes, donc là il y a une virgule, donc il y a une première proposition, elles se ressemblaient toutes, qui va être juxtaposée à la suite. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire entouré de monuments trapus antiques. Et voyez, à l'intérieur de cette deuxième proposition qui est coordonnée à la précédente, juxtaposée à la précédente, vous avez trois subordonnées relatives, qui sont donc des expansions de monuments. Monuments, trapus, antiques, qui m'avaient vu naître, etc. Donc tout ça c'est un groupe nominal, avec un noyau monument, et puis derrière des expansions nominales, soit des adjectifs, soit des relatives. Bon, donc P2A, P2B, P2C sont incluses dans P2. Ce qui peut se représenter comme ça. Vous avez la phrase graphique P avec une première P1 qui est juxtaposée à P2, mais P2 inclut trois propositions subordonnées. Et vous voyez comme la visualisation permet de bien comprendre cette distinction entre une phrase complexe par juxtaposition ou coordination et une phrase complexe par subordination. Ensuite, je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière, mais je ne savais trop qu'en faire et j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait. Mon grand-père, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants, maniait ses objets culturels avec une dextérité d'officiant. Bon, alors là c'est une phrase un peu longue, mais là aussi on peut, une fois qu'on a compris le système, on peut très bien la décomposer. Vous voyez, là on fait vraiment de la mécanique linguistique. On démonte le moteur, on regarde un peu quelles sont les différentes pièces. C'est vraiment le mécanisme. Je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière. Donc ça c'est une première proposition qui va être coordonnée par mais à la suivante. Mais je ne savais trop qu'en faire. Une deuxième proposition. Une troisième qui est coordonnée et j'assistais chaque jour à des cérémonies. Mais là, dans la troisième proposition, il y a une subordonnée dont le sens m'échappait. Donc celle-là, elle est incluse dans P3. Et ensuite, il y a les deux points. Mon grand-père, donc les deux points forment une nouvelle juxtaposition. Mon grand-père, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants. Mon grand-père, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants, maniait ses objets culturels avec une dextérité d'officiant. Alors, on a ici, en fait, j'ai mal représenté la chose. Enfin, si. L'idée ici, ce qui n'est pas très clair dans ma schématisation, c'est que ça, manier ces objets culturels avec une dextérité d'officiant, va avec P4. C'est mon grand-père maniait ces objets culturels avec une dextérité d'officiant. Ça, c'est P4. Et à l'intérieur de cette P4, il y a P4A, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants, qui est une proposition subordonnée qui dépend de grand-père. C'est en fait maladroit. Mon grand-père est maladroit, donc est maladroit est épithète de grand-père, et à l'intérieur, vous avez une structure, qu'on n'a pas, je ne vais pas expliquer dans les détails, mais vous voyez bien que si maladroit que ma mère lui boutonnait les gants, c'est comme si vous aviez très maladroit. Donc c'est une structure qui est l'équivalent d'un adverbe, mais qui contient une proposition subordonnée. Donc vous avez cette structure-là avec P1, P2, P3, P4 qui sont coordonnées, coordonnées ou juxtaposés, donc sur le même plan, et puis P3A, P4A, qui sont des subordonnées incluses dans les propositions P3 et P4. Enfin, dernière phrase, quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres, et je découvrais la nudité de leurs organes inférieurs, des feuilles blêmes et moisies, légèrement boursouflées, couvertes de vénules noires, qui buvaient l'encre et sentaient le champignon. Alors ici, on a quelquefois je m'approchais pour observer ces boîtes avec une relative qui se fondait comme des huîtres, donc qui est
une relative dans le groupe nominal dont noyau est boîte, hein, boîte qui se fondait comme des huîtres, c'est une expansion d'une boîte. Et je découvrais donc coordination avec une deuxième phrase coordonnée, deuxième proposition, pardon, coordonnée. Je découvrais la nullité de leurs organes intérieurs, virgule, des feuilles blêmes, etc. Tout ça, c'est une apposition à des organes intérieurs, hein, ça décrit les organes intérieurs. Des feuilles blêmes et moisies, légèrement boursouflées, couvertes de vénules noires. Et là, vous avez deux subordonnées relatives, qui buvait l'encre et, alors le qui n'est pas exprimé, mais c'est qui sentait le champignon, hein, qui sont deux subordonnées qui dépendent de P2. Donc on a cette structure-là, une première proposition P1 qui contient une subordonnée P1A, une deuxième P2 qui est coordonnée, et à l'intérieur de laquelle, enfin qui est oui, coordonnée par la conjonction de coordination et puis qui contient deux propositions subordonnées. Monsieur. La deuxième partie du bleu ne fait pas partie de là. La deuxième partie de qui couvre de l'encre et sentait les champignons. Moi, dans ma tête, ça fait tout partie de la même phrase. C'est coordonné entre elles, mais pas par rapport à la deuxième. Mais la deuxième, la B, par rapport à A. Non, alors parce qu'en fait ici, quel est le sujet là? Quel est l'antécédent du pronom relatif? Ce sont les feuilles. Les feuilles qui buvaient l'encre. Donc vous voyez que en fait, qui buvait l'encre est une expansion de feuilles. Si on voulait analyser le groupe nominal D dont le noyau est feuille, il faudrait analyser D, donc ça c'est le déterminant, l'article indéfini pluriel, des feuilles, etc. Et ensuite on a un adjectif épithète, blême, et moisi, deuxième adjectif, et boursouflé, troisième, couvert de vénules noires, quatrième expansion, qui buvait l'encre, cinquième, sentait le champignon, sixième. Hein, tout ça, ce sont des expansions de feuilles. Les feuilles, elles sont blêmes, elles sont moisies, elles sont boursouflées, elles sont couvertes de vénules noires, elles boivent l'encre, elles sentent le champignon. Tout ça, ça dépend, chacune dépend de feuilles. Et la seule particularité, c'est que les deux dernières sont sous forme d'une subordonnée. Hein. Oui. Et donc, les deux dernières sont coordonnées, sont deux... Oui, elles sont coordonnées entre elles. Bon, je ne l'ai pas signifié ici, mais ça se voit parce qu'il n'y a pas de relation d'inclusion, il n'y a pas une dans l'autre. Ça va, pas d'autres questions? Alors, ça, écoutez, ce que je vous propose... c'est de réfléchir un peu à cet exercice, d'essayer de faire la même chose que ce qu'on vient de faire là sur le texte de Sartre, mais avec ce texte-ci, extrait de Balzac, La fille aux yeux d'or. Et donc la semaine prochaine, on corrigera cet exercice après le petit contrôle continu qu'on fera en première heure. D'accord? Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.